Rentrée pluvieuse, rentrée quand même. Les élèves de l'académie ont terminé de regagner les bancs de l'école. Au menu, les nouveaux programmes et la réforme du collège. Nos équipes étaient sur le terrain ce matin pour vivre l'événement. Et la gendarmerie de Guadeloupe recrute. Les candidats affluent pour rejoindre le rang des réservistes. Objectif de cette politique, lutter plus efficacement contre la délinquance. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et nous parlerons peinture. L'atelier Odyssée de Pointe-à-Pitre fait sa rentrée cette semaine. L'artiste peintre Sylvie Adélaïde veut mettre la peinture à la portée de tous. Elle sera notre invitée ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec les nouvelles du temps. La Guadeloupe a été replacée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, mais la forte onde tropicale a provoqué de nombreuses inondations un peu partout en Guadeloupe, comme vous pouvez le constater sur ces images. Ces intempéries ont causé la fermeture de certaines écoles et occasionné des difficultés de circulation. Le phénomène terminera son passage ce soir dans notre archipel. Il faut donc s'attendre à une amélioration dans les heures à venir, avec néanmoins des pluies modérées. Cette nuit, selon Météo France, le vent d'est à sud-est a affaibli progressivement. Toutefois, les rafales peuvent encore atteindre 50 à 70 km/h. Et enfin, la mer est toujours agitée avec des crues moyens de 2 mètres. Soyez donc prudents. Et la Dominique et le nord de la Martinique n'ont pas été épargnés. Elles ont même reçu d'importantes quantités de précipitations ces dernières 24 heures. La pluie et les vents violents ont causé d'importants dégâts sur les routes et chez les riverains, notamment dans les communes du Nord Atlantique. Les agents de la collectivité territoriale de Martinique se sont mobilisés pour venir en aide aux plus touchés. Reportage d'Alouine Courcy d'ATV Martinique. Alors que Julienne dormait paisiblement, elle a été réveillée à 3 h du matin par le bruit des violentes pluies. J'ai réveillé mon mari en sursaut pour lui dire « Ils vont, on est inondés ». Il m'a dit « C'est pas vrai ». Et puis là, on a vu que partout était inondé. On a commencé à enlever un peu d'eau puisque nous étions 2 dans la maison. On a commencé à enlever un peu d'eau et puis mon frère est venu, ma fille est venue. Il y a des amis qui sont venus avec nous et puis là on essaie de nettoyer, de faire le maximum. Toutes les communes du Nord Atlantique ont été touchées par les inondations qui ont provoqué de nombreux dégâts, comme dans cette entreprise de ciment. On a eu la rivière qui a laissé son nid et puis qui est passée, qui a fait beaucoup de dégâts. Il est passé, il a abîmé quelques moteurs que j'ai là et puis bon, mais ça va y aller, je pense. C'est quoi les dégâts? Les dégâts, c'est de l'eau. L'eau, on a eu partout. On a eu nos dépôts de ciment bourrés d'eau, c'est ça, les matériaux, du sable qui est parti, c'est comme ça. En plus des inondations, de nombreux glissements de terrain ont entravé les routes. Les services municipaux et le maire se sont déplacés dès 7 h pour mesurer l'ampleur des dommages, assurer un nettoyage rapide et commencer à chiffrer le montant des dégâts. Cette marée a été touchée dans ses entrailles, notamment au niveau du quartier d'Orsay. Le pont Fernand. Le montant sera quand même assez conséquent puisque rien que pour l'ouvrage le pont Fernand, je pense qu'il faudrait facilement envisager 500 000 € pour pouvoir réparer, pour pouvoir réhabiliter, vraiment. Sur les routes départementales et nationales embouteillées, les services de la CTM ont pris en charge le nettoyage. L'aide des pompiers n'a pas été de trop. Nous avons constaté sur le secteur Marigot et Lorrain un plein de déboulis. Donc nous essayons de faire le maximum pour essayer de faire... enfin, nous pensons aux usagers quand même et essayer de les libérer justement de ces éboulis, quoi. Au Robert, 700 foyers ont été privés d'électricité jusqu'à 14 h. Dans les autres communes, des coupures plus intempestives ont aussi été rétablies. Les conditions météorologiques devraient être plus clémentes cette nuit. Et pour réussir sa rentrée ce matin, il était judicieux d'enfiler ses bottes et de se munir de son imperméable. Une rentrée pluvieuse pour des milliers de collégiens qui ont également découvert leur nouveau programme scolaire. Illustration au collège de Petit Canal avec Moïse Dexter et Patrick Curie. La réforme des collèges, c'est plus qu'une simple réforme structurelle, elle est pédagogique. L'un des grands changements, c'est le suivi des élèves depuis l'école primaire. Chaque élève a une capacité de progrès. Donc nous entrons avec la réforme dans la différenciation pédagogique. Il s'agit d'aller au plus près des besoins de l'élève. Il y a aussi des changements concernant l'évaluation des élèves. Donc il y a une concertation régulière qui va se faire entre les professeurs de l'établissement pour toute l'académie, tout l'Hexagone. C'est une réforme nationale. Donc toutes ces nouveautés vont permettre à chaque élève de progresser déjà par rapport à lui-même. Grande nouveauté, les EPI.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires mêlent plusieurs disciplines au sein même de même cours. 8 thèmes sont proposés. La nouveauté, notamment en 6e, c'est qu'il existe avec cette réforme un bloc sciences. Donc des réunions ont eu lieu avec les inspecteurs d'SVT, de sciences physiques et de technologie. Donc afin de permettre aux professeurs de ces 3 disciplines de travailler ensemble sur des projets communs. Pour les classes de 6e, donc il y a un bloc de 4 heures qui est divisé entre les professeurs de technologie, de sciences physiques et d'SVT. Et chacun, en fonction de son quota horaire, va recevoir les élèves pour travailler sur un thème commun à ces 3 disciplines. Un changement parfois mal compris des parents. J'ai entendu parler brièvement, mais je ne me suis pas encore bien penché dessus. Et donc c'est en prenant vraiment bien l'information comme il faut, après je peux me présenter, me prononcer là-dessus. Donc j'ai entendu brièvement l'enseignante a parlé de ça, mais c'est pas encore bien touché. La réforme du collège est rentrée en vigueur cette année. Elle accorde une marge d'autonomie aux établissements pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Et au collège Aurélie Lambourd des Abîmes, le personnel se tient prêt, comme nous le démontrent Linda Kayarsi et Isabelle Amou. Dans 1 heure, la principale du collège Aurélie Lambourd s'apprête à accueillir les élèves de 4e. Ils feront leur rentrée juste après les 3e, présents ce matin. Ce matin, malgré la pluie, tout s'est bien déroulé. Donc, dans un premier temps, les élèves ont été accompagnés par leurs professeurs dans une salle. Et ensuite, les parents sont venus me rejoindre dans la salle polyvalente afin que je leur présente cette année scolaire et qu'ils sachent en fait ce qu'on attend d'eux et des élèves. Donc il a fallu présenter aux parents ce qu'est la réforme des collèges, ce qui va changer. Et comme nous avons reçu les élèves de 3e, leur présenter les nouvelles modalités de passage du brevet des collèges. Alors qu'est-ce qu'on attend des élèves, hein? Bien sûr, la ponctualité, qu'ils soient présents, qu'ils soient à l'heure, qu'ils soient présents à tous les cours, qu'il y ait un respect mutuel, qu'ils se respectent entre eux, qu'ils respectent leurs enseignants, qu'ils respectent les adultes. Et bien sûr, comme tout collégien, qu'ils travaillent. La réforme des collèges, mais aussi l'accueil des nouveaux professeurs, tout un programme. Il faudra 2 semaines pour que l'établissement atteigne son rythme de croisière. Actuellement, il faut recevoir les nouveaux enseignants, ceux qui ont été nommés là récemment. Il faut recevoir les enseignants qui sont déjà en place mais qui ont des demandes particulières. Les parents aussi doivent être entendus. Donc, ceci entraîne bien sûr un remue-ménage au niveau de l'établissement et il nous faut adapter les emplois du temps parce qu'il y a toujours des touches finales à y apporter. Et c'est vrai que les élèves ne pourront avoir un emploi du temps, je dirais, consolidé que dans 2 semaines, compte tenu de tous les éléments que je vous ai annoncés tout à l'heure. Cette année, le collège va accueillir 850 élèves. Les cours reprendront dès jeudi. Et voici une question qui revient chaque année et à chaque rentrée. Faut-il obliger les élèves à porter l'uniforme à l'école? 65% des Français y sont favorables selon l'Institut de sondage BVA, préconisé pour gommer les différences sociales entre les élèves. L'idée est-elle aussi populaire en Guadeloupe? La réponse avec Moïse Dexter et Patrick Curie. Oui, c'est possible, oui. Il le faut. Et je vous assure que c'est très bénéfique pour les parents. C'est mieux de reconnaître tout le monde, tous les élèves. Ah, mais pour moi, c'est normal, hein, ça a distingué écolier civil, quoi. Au moins, il n'y a pas d'inégalité. On ne voit pas, on voit que de l'égalité. Bénéfique déjà pour les parents. Et comme ça éviterait bien des situations au niveau des enfants. Voilà, à l'école, je pense que ce serait une bonne chose. Et même les garçons, un petit jean, un petit t-shirt, ce serait bien. Tout ça bien, quoi. D'abord, pour une question de classe sociale. Il y a trop de différences. Les enfants, dans ce cas-là, ils sont tous pareils, il n'y a pas de différence. Ma mère a plus que toi. Non, c'est pareil, tout le monde au même niveau. Particulièrement lorsqu'il y a les problèmes de marque et tout cela. Absolument. Je pense, oui. C'est une bonne chose d'ailleurs. Ça dépend, oui, parce que ce serait pour ceux qui n'ont pas d'argent, ce serait mieux d'avoir tous ces mêmes vêtements pour que les autres ne puissent pas rire. Vous connaissez déjà la tactique des collégiens. Pour protéger les jeunes contre la violence,
parce qu'il y a du raquettage. Et d'autre part, je trouve que je ne suis pas vieux jeu, mais les jeunes s'habillent un peu trop dénudés. Développer son autonomie et son esprit critique, c'est le credo des écoles dites alternatives. En Guadeloupe, un établissement de ce type pourrait bientôt voir le jour, l'école GEM. Celle-ci entend aller encore beaucoup plus loin en inculquant à la jeunesse guadeloupéenne son histoire et son patrimoine. Sa fondatrice est avec nous ce soir pour en parler. Stéphanie Mélion-Renette, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation Merci. ce soir. Vous êtes sociologue, artiste, à l'origine de ce concept novateur. Comment vous est venue l'idée de créer l'école GEM? Alors, de plusieurs constats. D'abord, en tant que sociologue, effectivement, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu constater que dans certaines communautés et dans d'autres pays que la France, c'est d'abord la communauté justement qui transmet son histoire. Le deuxième constat était que pour moi, le projet d'assimilation de l'école est un échec, en tout cas est mis en échec parce qu'il y a une prise de conscience culturelle depuis toujours, d'ailleurs, depuis l'esclavage, depuis les marrons, etc. Ensuite, parce que la France, le gouvernement français, l'éducation nationale a fait un travail, c'est vrai, à ce niveau-là, qui n'est toujours pas une réponse complètement satisfaisante pour nous. Donc, je crois personnellement qu'il nous revient de transmettre cette histoire comme nous voulons qu'elle soit transmise en tout cas. Alors pour l'instant, le programme comprend des cycles d'apprentissage avec plusieurs thématiques, de l'histoire, des ateliers culinaires, en passant par l'estime de soi. C'est très très riche et varié tout ça. C'est riche et varié effectivement parce qu'un autre constat est celui que lorsque l'on va justement dans l'Hexagone, qu'on est confronté au regard de l'autre, du français de l'Hexagone justement, on le voit d'ailleurs dans les actualités que nous sommes remis en question dans cette francité, d'une part, et deuxièmement, qu'il est difficile de clamer en tout cas notre identité telle qu'elle est, de voir notre histoire reconnue. Donc effectivement, ça crée aussi des problèmes en termes d'estime de soi, de reconnaissance, de connaissance de ses potentiels. Donc je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Je crois que connaître ses racines et vraiment appréhender son histoire totalement permet aussi à l'individu d'être conscient de son potentiel. Stéphanie Mélion-Renette, les cours débuteront mercredi 7 septembre. Finalement, qu'est-ce que vous avez l'intention de transmettre à ces enfants? Quel est l'objectif, le but final? Alors l'objectif, d'abord, c'est effectivement de transmettre l'histoire de manière ludique, c'est-à-dire de manière plus informelle, pas de manière scolaire, pas avec des livres, des dates, mais de construire un imaginaire. Donc c'est pour ça qu'on commence avec les tout-petits, à partir de 2 ans. Ensuite, de lutter contre les traumatismes de l'histoire, parce qu'on les transmet de manière inconsciente, notamment à travers notre façon de vivre. On parle de beaucoup de phénomènes comme la matrifocalité, etc. Bon, des choses en tout cas qui sont inscrites dans nos sociétés, qu'il faut questionner. Donc on le fait avec les adolescents. Ensuite, on va transmettre une identité caribéenne, une identité guadeloupéenne certes, mais une identité caribéenne parce qu'il y a des transversalités justement. On retrouve à la fois une faune et une flore qui se fait écho, en tout cas dans la Caraïbe. On retrouve le créole, par exemple, à Trinidad et en Guadeloupe, on parle le même créole. On retrouve l'aspect pluriculturel qu'il faut utilisé comme un atout. Donc, effectivement, on transmet aux plus petits, par exemple, à travers des comptines, des chansons de la Caraïbe, d'Afrique, un imaginaire qui est transversal, caribéen. On transmet une connaissance de l'environnement, mais aussi on veut travailler sur la transmission, parce qu'on veut impliquer les parents, donc qu'ils viennent justement aux ateliers, parce que je crois que c'est effectivement, nous sommes les premiers, ceux qui vont être les premiers, en tout cas, à forger les esprits de nos enfants. Alors, beaucoup doivent se demander si cette école bénéficie d'un agrément du rectorat. Est-ce le cas? Non, pour le moment, ce sont des ateliers. Donc, je propose une école alternative, j'ai une école marronne. Le but, c'est vraiment de faire des écoles aussi en extérieur, d'apprendre de son environnement, parce que l'histoire, elle est là, elle est partout, les moulins, même ce qu'on mange. Effectivement, on fait des ateliers culinaires, on mange créole, on cuisine avec les enfants pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils mangent. On parle d'où ça vient.
tel plat, par exemple, les ingrédients d'où ils viennent. Donc l'histoire, elle est là aussi. Montrer que l'histoire, elle est partout. Elle est dans la famille. Donc on va travailler beaucoup sur le patrimoine familial, le patrimoine historique, les personnages historiques de la Caraïbe, de chez nous, mais aussi d'ailleurs, pour que l'imaginaire soit construit. Voilà. Est-ce que cette école, les prémices de ce qui va ressembler à une école, a vocation à se substituer à l'école traditionnelle ? Non, pas tout de suite, je dirais. Je dirais non. Pour le moment, je dis alternative, pas pour se substituer, mais pour compléter. Je pense que les enseignants font un travail très important, fondamental, parce qu'ils forment les esprits. Vous êtes également professeur d'anglais. Voilà, je suis également professeur d'anglais. Donc j'ai pu me confronter, en tout cas aux limites qu'on peut rencontrer à l'école. Je pense que beaucoup d'enseignants ont envie d'essayer des choses, mais on sait qu'il est très difficile d'innover totalement, en tout cas dans le cadre de l'institution scolaire. Donc, pour le moment, on essaie de compléter, de pallier ce qui ne peut pas être apporté par l'école, parce qu'il y a un programme précis à l'école qu'il faut respecter. Donc il y a des choses, comment dire, contre des choses qu'on ne peut pas acquérir, en tout cas à l'école. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je pense qu'une conscience de l'environnement, et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'actions maintenant qui sont faites quand même en ce sens, mais on ne peut pas, on voudrait enseigner toute l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, et je pense qu'on ne parle pas suffisamment de notre histoire contemporaine, c'est-à-dire le XXe siècle. Là, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on parle très peu de ce qui s'est passé ici, par exemple, donc on veut parler de tout ça. On veut parler de tout ça parce que finalement, on prend ça un peu comme un coup de poing dans la figure une fois qu'on l'apprend, qu'on part de chez soi, qu'on étudie. Je pense que ça crée une colère qui est légitime, mais qui devrait ne plus être justement aussi traumatique, mais qui devrait justement être une histoire qu'on possède, qu'on peut transmettre aussi. Qu'est-ce que justement cette initiative pourrait changer, vous imaginez, pour les générations à venir ? J'espère que l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir avoir des citoyens guadeloupéens, parce que l'école, elle permet de créer de forger des citoyens, donc de savoir quels citoyens nous voulons forger. Ça, c'est la première chose. Quels citoyens ? Des citoyens qui sont conscients de ce qu'ils veulent pour leur pays, qui savent ce qui se passe dans leur pays, qui savent quelles sont les richesses qu'il y a dans leur pays, et qui savent eux-mêmes sont une richesse. C'est-à-dire que l'avenir n'est pas forcément ailleurs. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui nous manque et revenir. Voilà. Est-il toujours possible de s'inscrire, Stéphanie Mellorine ? Voilà, toujours possible de s'inscrire. Donc on ouvre mercredi. Mais donc on peut s'inscrire, en tout cas, tout au long du mois, peut-être même, voilà, je pense qu'on ne fermera la porte à personne, à vrai dire. Même si on essaie de garder quand même des ateliers à taille humaine, parce que ça permet de transmettre mieux. Donc on peut s'inscrire par téléphone, 06 90 47 05 66. Il ne reste que quelques jours. Hein. Voilà. Par mail, s.mellionrenette, melyonrenette@gmail.com. Et sinon, il y a la page Facebook, l'école GEM. Donc on peut laisser des messages aussi en privé sur la page. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous le savez, hein, puisque vous en faisiez partie également. 25 000 Antillais quittent chaque année le cocon familial pour faire leurs études dans l'Hexagone. Un forum d'orientation leur a été dédié dans les jardins du ministère des Outre-mer en présence de la nouvelle ministre Erika Barrette. On regarde tout de suite le reportage de notre confrère d'ATV Paris. On regarde ensemble. Ce week-end, le jardin du ministère des Outre-mer avait un petit air de partie de campagne tropicale. Le ministère et la nouvelle ministre Erika Barrette accueillaient la seconde édition du campus Outre-mer destiné aux étudiants ultramarins installés en métropole. C'est à l'initiative de la GEG, l'association des jeunes de Guadeloupe, qu'est né ce campus suite aux difficultés que rencontrent les jeunes étudiants dans l'Hexagone. On s'était réunis à l'initiative de la région Guadeloupe à son antenne à Paris pour rencontrer un peu et connaître nos difficultés. Et on s'est rendu compte qu'on a tous vécu des difficultés similaires, peut-être pas les mêmes, mais en tout cas similaires, liées à notre installation dans l'Hexagone ou à l'étranger. Et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résorber ça? Donc on a créé cette association, la GEG. Une journée dont l'objectif est de répondre aux attentes des jeunes venus d'outre-mer face aux difficultés à trouver en métropole un logement, une bourse d'études ou un stage. Une journée qui a pour but également de mettre en contact les étudiants avec les entreprises, les associations et les divers organismes d'aide comme le LADOM, l'agence qui favorise la mobilité des ultramarins. Nous avons aussi un dispositif qui accompagne les jeunes étudiants, le passeport mobilité études.
En fonction des revenus, vous avez la possibilité d'avoir un billet à titre gratuit ou un billet payé partiellement par l'ADOM. Aux côtés des Antillais et des Polynésiens, les Guyanais étaient présents, épaulés par la collectivité territoriale de Guyane, à l'écoute de leurs problèmes. Nous avons mis en place une bourse territoriale. Cette bourse va de 0 à 3 000 € sur les critères des revenus des parents et d'autres éléments que nous recueillons. Se déplacer en métropole pour étudier est souvent pour ces jeunes un effort indispensable pour envisager la suite de leur carrière. Au niveau des choix de stage, il y a quand même une diversité de stages qu'on n'a pas en Guyane. Ça permet de découvrir autre chose pour pouvoir ensuite retourner en Guyane de façon à avoir un bagage un peu plus important. C'est la deuxième année que je viens. L'année dernière, je déménageais à Paris, je cherchais un logement. Du coup, je suis venue ici parce que c'était le 1er septembre, j'avais toujours pas de logement. Donc ça m'a un peu aiguillée, ça m'a donné des solutions. J'avais des problèmes de financement aussi, parce que c'est compliqué. L'Île-de-France, c'est très cher par rapport à la province. Du coup, je suis venue ici et là, c'est ma deuxième année. Je viens voir les stands. S'il y a d'autres choses à apprendre, il y a des conférences aussi qui aident beaucoup, qui permettent d'éviter les pièges quand on cherche un logement ou quand on cherche une formation, un stage. Une journée qui est vue comme une occasion d'échanger des expériences et d'étendre son réseau de connaissances. C'était un peu dur aussi de s'intégrer, de s'adapter. Mais après, ça a été. Parce qu'on se fait des amis et après, au final, on est bien. Et la Guyane nous manque moins. Ça fait du bien de croiser des ultramarins aussi, franchement. On passe 9 mois sous le froid et là de voir des gens, le sourire, la facilité, tout ça, c'est bien. Restez avec nous dans un instant, vous le verrez, la gendarmerie recrute des réservistes. Et puis nous avons choisi de mettre en lumière une idée originale, Bébé Madras, une ligne de vêtements créée par une jeune couturière guadeloupéenne. La réserve opérationnelle recrute. Samedi dernier, près de 200 personnes ont déposé leur candidature à la gendarmerie des Abîmes. Cette réserve permet de prêter main forte aux forces armées qui en ont grand besoin en cette période. Isabelle Hameau. Ils étaient près de 200 à avoir posé leur candidature ce jour-là. Des hommes et des femmes âgés de 17 à 40 ans souhaitant intégrer les forces armées. Parmi eux, ce jeune trentenaire, inquiet de la montée des violences sur le territoire, il veut apporter sa pierre à l'édifice. J'ai cette volonté de vouloir servir la Guadeloupe, compte tenu du fait qu'il y a énormément de braquages. Je pense qu'il est important effectivement d'avoir des réservistes sur le terrain et voir d'autres fonctions qu'on pourrait attribuer à des citoyens pour pouvoir préserver et assainir donc les villes. Et tout dépend de la mission qui nous sera donnée, mais je pense effectivement avoir mes chances en partant de cette bonne volonté de vouloir servir la Guadeloupe. Pour être sélectionné, il y a toute une série d'étapes à franchir, en commençant par fournir un dossier complet. Celui-ci sera passé au crible, chaque détail a son importance, du casier judiciaire à la mensuration. On va envoyer donc les tests, les tests psychotechniques qu'ils ont passés vont être envoyés en correction en métropole. Et on va avoir une liste de gens qui sont aptes psychologiquement à intégrer la réserve. On va les sélectionner en fonction des entretiens individuels que nous avons eus ici. Et ensuite, ils passeront devant donc un médecin militaire qui va définir leur aptitude. Et s'ils sont aptes, eh bien, ils vont intégrer une préparation aux missions de la gendarmerie pendant les vacances de Pâques, vraisemblablement. La date va être fixée bientôt. Ça sera pendant les vacances de Pâques où ils vont suivre une formation militaire et une formation propre à la gendarmerie pour ensuite intégrer la réserve opérationnelle. Le tout est d'être en bonne santé, en bonne forme. Après, il y a une visite médicale et il y a un médecin qui peut décider, en cas de problème physique grave, de mettre un candidat inapte. À terme, les candidats deviendront des agents de police judiciaire adjoints, comme Lisa. Cela fait 2 ans qu'elle est réserviste après une préparation militaire à la gendarmerie. Une formation qu'elle qualifie difficile, mais aujourd'hui, aucun regret. C'est la vie militaire, on se lève tôt. On va dormir tard, il y a des surprises la nuit, j'en dirai pas plus, mais après, ce qui est bien, c'est l'ambiance. On nous met à l'aise, on nous fait comprendre qu'on n'est pas contre nous, mais qu'on est là pour nous faire changer notre façon d'être, notre mental, se comporter différemment quand on porte la tenue. Et en 2 ans, je me sens bien, je me sens même fière de porter l'uniforme, d'être en bleu au bord de la route, ou même de porter du kaki, de venir ici rencontrer justement des jeunes qui veulent rentrer comme nous, comme moi.
Et c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, on fait des renforts, on intervient beaucoup auprès des gens pour aider les personnes et c'est ce qui est bien. C'est pour ça que je suis rentrée dans ça parce que aider son prochain, aider la personne en face, je trouve ça vraiment super, quoi. Actuellement, la réserve opérationnelle de la gendarmerie compte 222 personnes. Son objectif d'ici la fin de l'année est d'atteindre environ 300 réservistes. Elle compte fournir cette année 5000 jours de renfort aux unités de gendarmes pour la surveillance, la lutte contre la délinquance et la sécurité routière. C'était une promesse de François Hollande, celle d'instaurer une égalité réelle dans tous les départements français, y compris les Outre-mer. Le secrétariat chargé de mettre en œuvre ce projet a été supprimé suite au remaniement ministériel. Seulement 6 mois après sa création, nous avons souhaité savoir ce qu'en pensait Patrick Caram, le président du CREFOM, qui revendique la paternité de ce projet de loi. Cette ambition de réduire les inégalités entre l'Hexagone et les Outre-mer a-t-elle des chances de se concrétiser un jour ou s'agit-il d'un leurre de communication? On écoute sa réaction. Le texte qui sort aujourd'hui n'est que le premier texte. Il y aura d'autres textes, il y aura d'autres plans territoriaux, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et ce qui compte dans ce texte-là, c'est de pouvoir rendre l'égalité réelle irréversible. Or, aujourd'hui, on n'y est pas. Aujourd'hui, si on se fie au texte, si le gouvernement, quel qu'il soit, décide de ne pas respecter ce texte-là, rien ne l'y oblige. C'est juste un texte de déclaration d'intention. C'est vrai que c'est un pas important, et on salue ce pas important, c'est un progrès important, mais pour aller plus loin, il faut que l'on puisse sanctionner un gouvernement qui ne respecterait pas ses obligations. Un gouvernement qui prendrait du retard à mettre en œuvre cette égalité réelle. Un gouvernement qui ne consulterait pas les populations. Quelle sanction? Aucune. Il faut que l'on puisse mettre une norme qui puisse obliger un gouvernement, quel qu'il soit, parce que là on parle de 15 ans, de 20 ans, et vous vous rendez compte que d'autres lois, d'autres majorités viendront, eh bien il faut pouvoir contraindre les gouvernements successifs à rester dans cet objectif-là. Sinon, vous avez raison, l'égalité réelle pour les Outre-mer ne verra pas le jour. Et je vous rappelle que les Guadeloupéens sont appelés à donner leurs avis sur ce projet de loi. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour faire part de vos propositions qui pourraient enrichir le texte de loi sur l'égalité réelle sur le site dédié. Ce texte, dont les contours ont été élaborés par Victorin Lurel, sera présenté devant le Parlement d'ici la fin de l'année. Et la rentrée est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles activités. À Pointe-à-Pitre, il existe une association qui propose des ateliers d'initiation à la peinture et aux loisirs créatifs. L'atelier Odyssée. Sylvie Adélaïde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous-même artiste peintre et membre de cet atelier. Tout d'abord, racontez-nous un petit peu l'histoire de l'atelier Odyssée. Je crois que tout a commencé en 2006. Tout à fait, donc c'est une longue odyssée. C'est une aventure qui a commencé en 2006 par la rencontre d'une autre artiste peintre, donc Myriam Mouka-Célestine. On s'est retrouvés en Guadeloupe, on avait envie de transmettre, on avait envie de partager, de peindre et de transmettre un peu ce qu'on avait acquis auparavant. Donc on a décidé ensemble de créer cet atelier, d'abord qui s'adressait aux enfants. Et puis, dans la foulée, on a organisé beaucoup d'expositions avec des regroupements d'artistes. Voilà, et au fur et à mesure, donc, on a proposé divers ateliers, art floral, théâtre, etc. Et là, ces jours-ci, donc, on propose des cours pour enfants et pour adultes. Vous allez nous en dire plus justement, parce que vous faites votre rentrée jeudi 8 septembre. Oui. Quels seront les ateliers proposés au public ? Alors, certains ateliers sont réservés aux adultes. Donc, le jeudi et le samedi, c'est des cours pour adultes où on apprend le dessin, les bases du dessin, l'ombre, la lumière, la composition, et où on aborde toutes les techniques de peinture, l'aquarelle, l'acrylique, voilà, etc. Et le mercredi, on s'adresse, c'est le jour des enfants, donc on s'adresse particulièrement aux enfants. Le matin avec un atelier d'art créatif et l'après-midi avec un cours de dessin et de peinture. Alors vous l'avez dit, l'atelier Odyssée regroupe des artistes et amoureux de la peinture qui, de façon bénévole, embellissent les façades de certains immeubles de Pointe-à-Pitre. Le projet s'appelle Pibel-Larry. Oui. Et justement, nous avons consacré un reportage. Je vous propose de regarder avec moi ce reportage qui est signé Bénédicte Jourdier. On regarde ensemble.
Des maisons aux façades colorées, à la rue Vatable ou encore rue du Gommier, la touche Plus Belle Larry fait son petit bout de chemin. Ici, rue du Gommier, nous avons refait plusieurs façades. Donc nous avons ici ces 3 maisons, des maisons abandonnées qui ont été refaites, enfin 3 maisons abandonnées. Et les façades ont été refaites, vous voyez les couleurs qui sont dynamiques, accueillantes, chatoyantes. Ici nous avons aussi cette maison, case traditionnelle, qui a été remise au goût du jour. Dans le quartier, plus d'une dizaine de maisons ont fait peau neuve, des travaux d'embellissement sur fond de solidarité et de bien vivre ensemble. Le dimanche, on arrive, on partage un petit déjeuner, on va dire de 8h30 à 9h à tout casser. Et après tout le monde, de 9h disons jusqu'à midi, 13h, on est là, on refait les façades. Ça va au-delà de la peinture, c'est vraiment faire ensemble, vouloir changer les choses, porter une note plus positive pour soi-même et son environnement. Aujourd'hui, l'opération Plus Belle Larry est devenue aussi l'affaire des habitants du quartier qui ont décidé aussi de repeindre les façades de leur maison sans passer par l'association. Ça donne du charme à mon quartier, puisque moi, j'ai toujours vécu dans ce quartier. Et ça donne de la couleur, ça donne plus de tendance, tu vois. Moi, je kiffe. C'est une très belle chose pour le quartier et pour les habitants aussi, de la rue Vatable et la rue du Gommier. Et pour tout le monde. Plus Belle Larry, c'est aussi des moments de convivialité. Samedi, place à la magie des lanternes pour un chanter Noël dans la pure tradition. Et vous avez certainement reconnu la voix de Linda Kayarsi. Comment cette initiative a-t-elle été accueillie par les habitants ? Cette initiative a été très bien accueillie par les habitants parce que tout le monde était en attente d'un événement. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans un quartier. C'est un quartier qui est quand même difficile. Et où les... c'est une rue mythique également, rue Vatable. Pardon ? Une rue mythique également. Une rue mythique, tout à fait, que tout le monde connaît, où il se passe beaucoup de choses, où il y a toujours eu beaucoup d'artistes. Le quartier a vu naître et proposer le travail de beaucoup d'artistes, musiciens, artistes peintres, écrivains. Et l'idée, c'était de retrouver l'âme du quartier. Ce n'était pas uniquement de repeindre et de mettre une couche de peinture sur les façades, c'est de retrouver l'âme du quartier, retrouver les racines du quartier et proposer un espace et un cadre de vie où on aurait un espace où il est agréable de se rencontrer, mais surtout où le lien social et la solidarité peuvent s'exprimer. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec donc Plus Belle Larry, c'est la plus belle rue. Et ce n'est pas uniquement l'image superficielle d'un quartier qui est en train de changer, c'est vraiment l'âme du quartier, l'esprit du quartier. Oui, parce que je crois que les habitants sont venus vous rejoindre justement, certains en tout cas, dans ce projet. Au départ, donc c'est une opération qui est partie avec l'envie de faire des habitants, donc des citoyens. Et au fur et à mesure, effectivement, les voisins donc, nous ont ouvert leurs portes, parfois un petit peu méfiants, ils ne comprenaient pas comment ça se fait qu'on intervienne de façon gratuite sur les maisons. C'était un petit peu étonnant. Alors on expliquait en fait que voilà, l'idée c'était justement de reconstruire quelque chose, de vaincre aussi l'isolement, parce qu'il y a beaucoup de personnes isolées, de personnes âgées, et on a été très très bien accueillis, et surtout ça a créé un lien. Donc aujourd'hui, dans le quartier, on est tous amis. Et alors ce qu'on voit, ce qu'on a vu en 2015, c'est une opération qu'on a commencé en 2014. En 2015, on a vu s'installer d'autres activités. Et voilà, on a envie que le quartier devienne un quartier presque branché de Pointe-à-Pitre. Il y a des restaurants, il y a des boutiques d'artisanat, il y a des galeries d'art. La vie qui reprend. Voilà, la vie reprend. Une question, Sylvie Adélaïde, sur votre réaction par rapport aux propos et l'appel lancé par Jean-Michel Lesdel, le pianiste, qui invitait tous les artistes à se mobiliser pour lutter contre la violence en Guadeloupe. Vous, quelle est votre réaction ? Je pense que c'est un appel qui doit être entendu et tout le monde doit réagir à cet appel. Parce que la violence nous concerne tous et on a tous notre part à faire. Nous, on est déjà dans cet esprit-là.
Donc Jean-Michel, on se rapprochera de lui, sans aucun doute, parce qu'on a aussi notre pierre à apporter à l'édifice. On ne peut pas laisser le pays, un pays si beau, un pays si plein de richesses, notamment au niveau des personnes. On a un potentiel et des personnes vraiment de très très grande qualité, partir comme ça à la dérive. Sylvie Adélaïde, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On va parler d'une autre femme aussi, elle a de l'énergie à revendre. Il y a quelques années, elle se lançait dans la confection de vêtements pour bébés. On découvre tout de suite cette marque de Coris Lolia avec Karen Diama. On regarde ensemble. Et nous reviendrons sur ce reportage consacré à Bébé Madras, la marque de Coris Lolia. Mais tout de suite, place aux informations pratiques. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Sainte-Anne. Des coupures sont prévues dès ce soir, 22 h, avec un retour à la normale prévu demain en début de matinée. Et je vous le rappelle aussi, pour les coupures d'électricité, des coupures sont attendues dans plusieurs communes demain, à Sainte-Rose, Le Moule, Petit-Bourg, Saint-Claude, Capesterre-Belle-Eau et dans plusieurs quartiers de Capesterre-Belle-Eau. Et enfin, si vous voulez faire un don de sang, l'équipe de l'EFS sera demain sur la place Frédéric-Jalton aux Abîmes de 8 h 30 à 13 h. Et enfin, n'oubliez pas que la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc prudents. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou nous envoyer des images ou des informations sur notre boîte email rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.